Les dirigeants de 26 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre mènent la réflexion à Lomé au Togo sur la sécurité. Le sommet conjoint de la CEDEAO et de la CEIAC a débuté ce lundi et il sonne comme une croisade contre le terrorisme et les autres formes de menaces constatées sur le continent africain. Le président du Faso prend part à ce sommet dont vous aurez les temps forts de la cérémonie d'ouverture dans quelques instants. L'actualité au Burkina Faso ce soir, c'est le vote du nouveau code électoral ce 30 juillet par l'Assemblée nationale. Un vote auquel les députés de l'opposition n'ont pas pris part. Dans ce journal, l'ambiance de la plénière et les réactions des différents groupes parlementaires. Et puis, pour comprendre les enjeux de ce nouveau texte, nous serons avec le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Et c'est un entretien à suivre dans une dizaine de minutes. À l'étranger, les Zimbabwéens sont allés aux urnes ce lundi 30 juillet pour élire leur président, leurs députés et leurs conseillers municipaux. Le scrutin est historique puisqu'il se tient pour la première fois après la chute de l'ex-président Robert Mugabe. La mobilisation est au rendez-vous pour ces élections générales au Zimbabwe. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, les dirigeants des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre se sont retrouvés ce lundi à Lomé pour un sommet conjoint. La sécurité et la stabilité dans les pays concernés sont au cœur des discussions. Les chefs d'État plaident pour une mutualisation des forces en vue de combattre le terrorisme et les autres menaces qui entravent le développement de l'Afrique. Des détails avec notre envoyé spécial, Draman Guélé. À Lomé, les dés sont lancés. Les 26 États d'Afrique de l'Ouest et du Centre mutualisent leurs forces contre les grandes menaces du moment, l'extrémisme violent, le terrorisme, l'insécurité. Face à ces menaces transfrontalières, les dirigeants des deux espaces préconisent des solutions transfrontalières. Nous devons de régler au cours de ce sommet les problèmes qui s'opposent à la coopération opérationnelle effective et efficace entre nos forces de défense et de sécurité, en levant notamment les obstacles à l'entraide judiciaire, à l'extradition, à la coopération en matière de police, criminelle et de renseignement, aux droits de poursuite. Que ce sommet conjoint soutienne l'idée de la mise en place d'un mécanisme mixte, CEAC-CEDEAO, sous la conduite conjointe de nos ministres en charge des affaires étrangères et ceux en charge de la sécurité. Ce mécanisme examinerait de façon régulière les questions sécuritaires de notre espace communautaire en tenant compte du cadre réglementaire au sein de l'Union africaine et de ses dispositions pertinentes. Les regards sont donc tournés vers ce sommet CEDEAO-CEAC qui ouvre une nouvelle page dans la coopération entre les deux communautés de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ici, on parle une fois de plus du terrorisme dans la bande sahélienne auquel il faut trouver une solution inclusive. Je voudrais donc insister sur l'importance de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité, ce qui permettrait de contribuer à miner la capacité de groupes terroristes et de syndicats de crimes organisés à recruter de nouveaux membres parmi les populations locales. Les défis sécuritaires auxquels les régions d'Afrique centrale et occidentale font face sont bien connus. Qu'il s'agisse du terrorisme, si prégnant dans le Sahel et le bassin du lac Tchad, des rébellions armées et autres formes de violence qui sévissent dans certains pays de la région, de la piraterie dans le golfe de Guinée, de la persistance des trafics de tout genre, ou d'affrontements liés au phénomène de la transhumance, la situation est une source de profondes préoccupations. C'est un nouveau vent de solidarité qui souffle sur l'Afrique avec ce tir groupé sur les nouveaux mondes du continent. Des félicitations sont alors adressées aux deux présidents en exercice pour l'organisation de cette rencontre, Faure Gnassingbé de la CEDEAO et Ali Bongo de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale.
Avant l'ouverture de ce sommet, le président du Faso a donné les nouvelles du pays à la communauté burkinabé vivant au Togo. Les échanges à bâtons rompus ont porté sur plusieurs sujets d'actualité, dont le vote des Burkinabés de l'extérieur. Et sur ce dernier point, Roch-Marc Christian Kaboré s'est voulu clair. La diaspora burkinabé va voter en 2020 et des mesures seront prises pour l'établissement des documents de vote au profit de cette diaspora. Le point des échanges avec Draman Guinée. Dès son arrivée à Lomé, le président du Faso rencontre prioritairement les Burkinabés du Togo. Face aux compatriotes, Roch-Marc Christian Kaboré fait le tour de l'actualité du Burkina. Au premier trimestre de 2019, un référendum sera organisé pour l'adoption de la nouvelle constitution. À ce niveau, la diaspora burkinabé s'inquiète sur l'avenir du fameux article 37, la limitation du mandat présidentiel. Il n'y a que dans tous ces pays où il y a eu changement, modification de la Constitution, il est question d'interpréter pour dire le mandat passé ne fait pas partie et je ne suis pas tenu donc de m'arrêter à deux mandats en remettant en cause ce qui a été déjà consommé pour dire je suis à une autre république. Comment est-ce que ces volets sera géré pour le cas du Burkina? Au niveau de la constitution actuelle, les choses ont été bien balisées, de manière à considérer que le président en cours n'a plus qu'un seul mandat à faire et qu'il n'y a pas de discussion de dire que comme c'est une nouvelle, il y a la possibilité encore de faire 2 mandats. Donc je crois que ça c'est clair, c'est net et ça ne souffre pas d'ambiguïté. Puisque comme vous le savez, ça a été ce genre de questions qui ont justement amené la perte de sérénité au niveau du Burkina Faso. L'autre volet des échanges qui retient l'attention des Burkinabés du Togo, c'est le vote de la diaspora. Pour le président du Faso, l'engagement est ferme. Les Burkinabés de l'extérieur vont voter en 2020. Sauf que la carte consulaire ne fait pas l'unanimité comme document de vote. La base égalitaire et nationale sur laquelle nous pouvons voter, c'est d'une part les pièces d'identité nationale et d'autre part, ce sont les passeports. Sur cette base-là, je leur ai dit, nous ne pouvons pas dire non plus qu'au Togo et dans les autres pays, ils vont voter avec la carte d'identité nationale, mais comme elle est biométrique en Côte d'Ivoire, on va utiliser en Côte d'Ivoire la carte consulaire. Ce n'est pas possible. Promesse est donc faite à la diaspora burkinabé pour la fourniture des documents de vote avant l'échéance de 2020. Nous allons envoyer l'ONU dans les différents pays pour pouvoir établir ces pièces d'identité nationale pour les Burkinabés qui sont à l'étranger. Les votes hors du pays vont se faire dans les ambassades et les consulats du Burkina. Débat très ouvert, les Burkinabés du Togo ont soumis plusieurs doléances au président du Faso qui dit en prendre bonne note. Et sur place ici au Burkina Faso, le nouveau code électoral dans lequel les documents du vote sont désormais clairement définis était sur la table des députés ce 30 juillet. L'Assemblée nationale a adopté ce nouveau texte contre lequel l'opposition s'est farouchement manifestée. Les députés de l'opposition ont d'ailleurs claqué la porte de l'hémicycle après 4 heures de débat houleux. Suivons l'ambiance de ce vote avec Lassina Ouattara et Yarki Teda. C'était un véritable tir croisé ce lundi à l'Assemblée nationale du Burkina. Les sessions de loi, c'est-à-dire en septembre, en mars, excusez-moi, c'est pour ce genre de loi. Je constate qu'on a tendance à mettre des lois d'extrême importance au niveau des sessions extraordinaires. C'est le gouvernement qui a bloqué jusqu'à ce que nous avons fini les 3 mois, ça que nous puissions donc introduire la loi. Et nous avons donc continué, nous sommes à 150 pour aujourd'hui. Trop, c'est trop. Les uns s'insurgent d'une part contre la manière dont ils ont reçu le rapport, moins de 72 heures avant la plénière, et d'autre part contre le contenu même du code électoral. Les autres, par contre, le soutiennent, car pour eux, le format proposé par le gouvernement pour le vote des Burkinabés de l'extérieur est à propos. Quand nous avons consulté l'opposition, le président du CEFOB nous a fait parvenir un document où il a mentionné que lui, sa proposition est de retenir, conformément à l'audit qui a été fait, de retenir la carte nationale d'identité burkinabé comme ce document. Le document, il est là.
Je voudrais préciser qu'en 2013, quand on a voulu aller déjà pratiquement pour le vote des Burkinabés de l'étranger, il y a eu des prospections qui ont été faites pour l'établissement de la carte consulaire en Côte d'Ivoire. Et que dans cette prospection, l'opposition en 2013 est partie, il y a quelqu'un qui l'a déjà dit ici, voir le président en son temps pour dire, et c'était le président de CIFOB qui conduisait la délégation, pour dire qu'il y a deux éléments importants par rapport à cela. Le premier élément, c'est que tel que on a passé le marché pour la confection des cartes consulaires, ne permettait pas donc qu'il y ait une certaine transparence, une certaine crédibilité sur la pièce. Deuxièmement, il a dit que tel que c'est fait, ça ne rassure pas que les personnes qui vont utiliser la pièce vont certainement devoir pouvoir prouver leur nationalité. Ces explications n'ont pas convaincu l'opposition dans sa globalité. Les groupes parlementaires CDP, PGRN et l'UPC quittent prématurément la plénière. Les nuages sont donc dégagés pour la majorité qui, à l'unanimité des 83 votants, octroie un nouveau code électoral au Burkina. Les Burkinabés de l'extérieur voteront bel et bien donc en 2020 avec la CNIB ou le passeport. Les cartes consulaires sont écartées à partir de l'adoption de cette loi. Même pour un test, les bureaux de vote à l'étranger seront ouverts uniquement dans les ambassades et les consulats généraux. Et juste après ce vote, dans une ambiance houleuse, comme vous l'avez vu, le président de l'Assemblée nationale s'est exprimé. Alassane Bala Sakandé, tout en déplorant l'attitude des députés de l'opposition, estime qu'il s'agit là de l'expression de la démocratie au sein de l'hémicycle. Nous l'écoutons au micro de Gérald Somé et Nyarkiteda. C'est un moment où nous devons décider de l'avenir du peuple burkinabé. Et vous connaissez bien le problème, c'est en ce qui concerne le vote des Burkinabés de l'étranger. Ce vote des Burkinabés de l'étranger a toujours été considéré comme un serpent de mer, des promesses qui ne viennent jamais. Et pour une fois, un président a pris l'engagement, lors de sa campagne, de permettre à tous les Burkinabés de l'extérieur de pouvoir participer au vote. Nous l'avons dit, il peut y avoir des imperfections, mais allons-y déjà avec cela. Et ça nous permettra, s'il y a des imperfections, de pouvoir les corriger plus tard. Pas plus tard que hier, on réclamait à corps et à cri la participation des Burkinabés de l'étranger au vote. Aujourd'hui, que tout est fin prêt, on trouve encore des alibis pour nous amener en arrière. Nous disons non. Nous avons été mandatés par le peuple burkinabé et nous travaillerons encore à ce que ce peuple burkinabé-là, d'où qu'il soit, puisse participer au scrutin. D'ailleurs, vous avez entendu le gouvernement. Ce qui pose problème, c'est qu'il y a une exclusion. Exclusion à quel niveau? Exclusion à quel niveau? Est-ce que, en insistant pour qu'il y ait un bulletin, un document comme la carte d'identité nationale ou le passeport, est une exclusion? À présent, je vous propose quelques réactions des députés à l'issue du vote de ce nouveau code électoral. Selon qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, les députés parlent d'avancée ou de recul démocratique. C'est dit donc que cette nouvelle loi électorale divise les partis politiques burkinabés. Gérard Somé, Frédéric Etienne Bassenga. Deux questions majeures divisent les députés, les documents de vote et les lieux de vote à l'extérieur. La carte consulaire est crédible pour l'opposition. Ne pas la considérer pour le vote de la diaspora, c'est avoir des ambitions inavouées. C'est vrai que le chef de l'État a maintes fois affirmé qu'ils vont voter, mais en résumé, finalement, c'est la part du crapaud qu'on a accroché dans un arbre. Il ne peut pas dire qu'on ne lui a pas donné, mais il ne peut pas en bénéficier. Pourquoi? Si vous regardez, le ministre même reconnaît que sur les 980 000 détenteurs de cartes consulaires dans un pays comme la Côte d'Ivoire, il y a 300 000 qui ont eu la carte consulaire à partir de la CNIB. Il y a 100 000 qui l'ont eu à partir du passeport. Ça vous fait 400 000. Ces 400 000-là vont voter comment? Le vote de la diaspora dans les ambassades et les consulats généraux dénote de la même ambition pour l'opposition, restreindre au maximum le vote de la diaspora. Nous pensons qu'on pourrait choisir d'autres lieux publics pour permettre justement à tous les électeurs de pouvoir prendre part aux élections, de pouvoir exercer leur droit de vote.
Le souci majeur, c'est d'approcher les bureaux de vote des électeurs. Si nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire, où un électeur peut prendre toute une journée pour rallier la capitale Abidjan, pour pouvoir exercer son droit de vote, ça demande non seulement des moyens financiers, et également ça demande aussi du courage et de la disponibilité. Côté majorité, la carte consulaire n'est pas fiable. Les dénonciations de plusieurs sociétés civiles, la qualité et la moralité même de l'opérateur qui a délivré cette pièce sont autant de facteurs qui montrent que le gouvernement prend la bonne décision. Pourquoi telle insistance sur la carte consulaire qui n'est pas fiable ou soit même en douter? Et pourquoi ne pas se poser la question, ceux qui pensent que c'est une mascarade sur les 18 millions de Burkinabés, et si on se limitait aux 5 millions d'inscrits sur les listes à l'intérieur du Burkina Faso, ils auraient pu convaincre combien de personnes? Et c'est les 900 000 et quelques Burkinabés résidant en Côte d'Ivoire qui peuvent constituer un problème qui n'est pas en réalité un problème, mais des plans et des agendas bien cachés et dévoilés et détruits qui aujourd'hui sèment la panique. Somme toute, pour la majorité, c'est un grand pas pour la démocratie. Et l'histoire retiendra que c'est sous l'égide du président Kaboré que pour la première fois, les Burkinabés de l'extérieur voteront. C'est une avancée majeure, parce que c'est une question longtemps évoquée, qui n'a jamais trouvé d'aboutissement, mais nous pensons qu'actuellement, nous avons avancé et c'est une décision fondamentale donc, pour la participation des Burkinabés de l'extérieur. L'autre point qui divise est la formule proposée par la CENI qui consiste en l'utilisation de la CNB comme pièce d'inscription et de vote. Si la majorité approuve, l'opposition préconise, elle, le maintien de la méthode actuelle d'enrôlement des électeurs. Et nous poursuivons sur le sujet avec l'invité de ce 20h. Nous recevons le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, le député Maxime Koné. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Alors, le nouveau code électoral vient d'être adopté. On est curieux de savoir comment les travaux en commission se sont déroulés pour qu'on en arrive à ces débats houleux à l'Assemblée nationale. Merci de me donner l'opportunité, au nom de la commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains, d'expliquer le sens de notre cutus par rapport à cette loi. Alors, il faut dire qu'il y a des procédures au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, mon intervention, bien sûr, va concerner aussi bien la procédure que les débats qui se sont menés au fond. Alors, au niveau des procédures, depuis le 12 juillet, le débat a été posé en conférence des présidents où tous les sensibilisés ont eu l'occasion de s'exprimer et de dire ce qu'ils pensaient. Ensuite, la plénière a donné caution, n'est-ce pas, à ce programme d'ordre du jour qui a été adopté par la conférence des présidents. Puis, le dossier a été acheminé au niveau de ma commission, qui a été affectateur pour fond. Et je dis en même temps que les 5 autres commissions ont été, n'est-ce pas, saisies pour avis. C'est ainsi qu'à partir du 24 juillet, nous avons engagé les concertations avec tous les acteurs, notamment les acteurs politiques qui sont le CEFOP, l'Alliance des partis de la majorité présidentielle. Nous avons rencontré au moins 14 organisations non gouvernementales et puis des organisations de la société civile, comme la Coordination nationale des OSC, comme le Centre pour la gouvernance démocratique, comme la CODEL, comme bien sûr l'ONG Diaconia. Nous avons rencontré l'Université de Ouagadougou et nous avons aussi rencontré le GRDS, le Mouvement burkinabé des droits de l'homme, et aussi le MBJIS. Donc nous avons écouté tous ces acteurs. Et à la fin de ces acteurs, nous avons écouté celui qui est là pour opérationnaliser les votes, c'est-à-dire la CENI. Et nous avons auditionné la CENI dans toute sa diversité politique et puis technique. Donc tous les commissaires de la CENI étaient là à notre audition. Donc nous avons dû constater qu'il y a eu un certain nombre d'avancées et il y a aussi des points de divergence. Et je puisse vous rassurer que la commission, elle est plurielle dans sa composition et les débats se sont déroulés dans un climat de sérénité, de responsabilité et chacun a fait prévaloir, n'est-ce pas, ses arguments. Et nous avons été convaincus que les arguments qui ont été avancés sur le vote, n'est-ce pas, des Burkinabés de l'extérieur, sur les documents de votation étaient des arguments qui pouvaient tenir.
Et justement, est-ce que les craintes de l'opposition ne sont pas fondées quand on sait qu'une bonne partie des Burkinabés de l'extérieur ne disposent pas de CNV ou de passeports, ils ont justement des cartes consulaires, par exemple? Écoutez, nous avons l'obligation de regarder les Burkinabés de l'extérieur sur le même pied d'égalité. Nous ne faisons pas de discrimination. D'ailleurs, le caractère général et impersonnel de la loi nous dicte de prendre tout le monde sur le même pied d'égalité. Nous avons été édifiés par la CENI lorsque nous l'avons éditionné. Alors, il y a polémique où exactement sur les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Il est sorti des chiffres très clairs que nous avons environ 985 000 Burkinabés en Côte d'Ivoire qui détiennent la carte consulaire. Parmi ces Burkinabés, il y a au moins 300 000 qui ont déjà la CNB. Il y a aussi 300 000 qui ont l'acte de naissance délivré au Burkina Faso. Quand vous faites le point, et il y a 100 000 qui ont le passeport. Donc, quand vous faites la sommation, il n'y a que 150 000 dont le sort n'est pas encore clarifié. Je puis aussi ajouter qu'en Côte d'Ivoire, il y a un potentiel de 1 700 000 votants. Et sur l'ensemble des Burkinabés de l'extérieur, on est à 2 500 000. Alors, et les autres? Pourquoi nous avons donné notre cursus? Parce que nous avons été convaincus qu'il y a des mesures qui doivent être prises juste après le vote de la loi pour permettre effectivement que le maximum de personnes de Burkinabé à l'extérieur puissent avoir la carte. Du reste, pour nous, nous sommes au-dessus de la mêlée. Parce que cette question de documents de votation ne concerne pas seulement que les Burkinabés qui sont à l'extérieur, mais il y a aussi des gens qui sont au Burkina Faso qui n'ont pas leur carte nationale d'identité. Alors, honorable, si vous pouvez revenir un peu sur le danger à faire voter les Burkinabés de l'extérieur avec la carte consulaire. Écoutez, il a été clairement établi lors de nos débats que la carte consulaire a une vocation de protection de nos ressortissants à l'extérieur. Et ce n'est pas un document qui prouve la nationalité, le lien de sang qui doit exister entre un citoyen et puis son pays. Des élections comme les présidentielles sont des enjeux stratégiques pour un pays pour qu'on ne prenne pas assez de mesures pour que ceux qui votent, qu'on soit sûr que ce sont des Burkinabés. Dans le doute, il faut prendre des mesures. Et dans le doute aussi, il faut être très strict par rapport à l'égalité des citoyens burkinabés devant la loi. Et nous avons trouvé que le jeu politique qui est en train de se mener autour de cette carte n'est pas un jeu politique fermé, c'est un jeu ouvert. D'autant plus que les élections sont à l'échéance de 2021. Nous avons encore 2 ans pour travailler à ce que ceux qui n'ont pas leur carte nationale d'identité puissent l'avoir. Et le président l'a d'ailleurs annoncé à Lomé au Togo. Alors, c'est une opinion dans ces circonstances. Est-ce qu'il ne faudrait pas craindre une crise préélectorale? Je crois que sur cette question, nous avons une vision, une position très claire. Pour nous, cette loi ne peut pas être, en tout cas, un facteur chrysogène. Et nous sommes dans un état de droit. Dans l'état de droit, il y a des voies démocratiques pour contester, n'est-ce pas, la loi à l'Assemblée nationale. Donc nous invitons les acteurs politiques à faire preuve de patriotisme. Nous les invitons à avoir un sens élevé de la responsabilité que dans ce pays, nous devons vivre dans la paix et dans la cohésion sociale. Et que ce n'est pas des élections qui peuvent nous diviser. Et dans le passé, les Burkinabés ont montré leur attachement à la paix et à la stabilité. Et après l'insurrection, on a fait le pari que les élections de 2015 seraient en tout cas une occasion pour que nous tombions dans l'abîme. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso est debout. Donc, je ne vais pas rentrer dans un certain nombre de considérations. Ce qui est sûr, s'il y avait d'autres agendas cachés, que les personnes les dévoilent, mais ce n'est pas cette loi qui, à mon sens, est une avancée démocratique. Et surtout, c'est l'acte fondateur d'un nouveau contrat social entre le président du Faso et ses ressortissants en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, honorable Maxime Koné, pour cet éclairage sur le nouveau code électoral adopté donc ce 30 juillet par l'Assemblée nationale. Et dans la suite de ce journal, nous conduit au premier ministère. Le chef du gouvernement a reçu cet après-midi une délégation du Haut Conseil du dialogue social, conduite par Jean-Marc Palma, président de cette institution. La délégation est allée demander le soutien du premier ministre pour la réussite de sa mission. Le point de l'audience avec Nongba Kouda et Pascal Kani. Le Haut Conseil du dialogue social veut passer à l'action. L'institution a besoin pour cela de ressources financières pour mener à bien sa mission.
Jean-Marc Parme et sa délégation sont là pour présenter la nouvelle institution, mais aussi poser des préoccupations qui entravent le bon fonctionnement du Haut Conseil du dialogue social. Depuis notre installation et l'assemblée plénière que nous avons tenue, nous avons rencontré le président du FASO, mais nous devons aussi venir rendre compte au président et à son excellence, le Premier ministre. C'est de ça que nous avons parlé. Donc, comment organiser l'institution et quels sont les problèmes éventuels qui se posent à l'institution et quelles solutions nous pouvons trouver à ces différents problèmes-là pour que l'institution soit opérationnelle. C'est une institution nouvelle. Ce n'est pas par exemple pour le baguette magique qui va disponible tous les mois immédiatement. C'est petit à petit que nous travaillons à cela, avec l'aide justement du gouvernement dirigé par le Premier ministre. Mais nous avons foi que nous surmonterons ces petits problèmes et que nous serons bientôt installés et opérationnels. Jean-Marc Parme rassure que le Haut Conseil du dialogue social a eu une oreille attentive auprès du Premier ministre. Les problèmes de ressources financières seront bientôt réglés et l'institution se dotera d'un plan d'action. En bref et en image, la première dame de la Guinée-Bissau est arrivée cet après-midi à Ouagadougou. Accueillie par l'épouse du président du Faso, Maria Rosa Goudiaby-Vaz est là pour participer à la rencontre des premières dames du groupe d'Afrique de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. La dite rencontre se tiendra les 1er et 2 août prochains et portera essentiellement sur le plaidoyer pour plus de sensibilisation à la lutte contre les cancers. Et ces images nous sont rapportés par Kwale Nebié et Nathalie Sawadogo Nabaloum. Dans l'actualité également, le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie a désormais une représentation dans les hauts-bassins. Les membres de cette coordination régionale du MPAP ont été installés le samedi dernier à Bobo-Dioulasso. Ils sont au nombre de 6 et sont chargés de défendre et de faire connaître le MPAP dans les hauts-bassins. Lamine Karantao et Ali Traori. Le MEPAP, le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie, veut imprimer sa marque dans la région des Hauts-Bassins. Pour atteindre cet objectif, il installe ici son bras armé qui sera chargé de défendre sa vision dans cette partie du Burkina Faso. Quand on reste loin, on ne peut pas être proche de la base et on ne peut même pas partager un message de paix. C'est pour ça que nous nous sommes dit qu'il faut se rapprocher de la population. À travers l'implantation dans les 13 régions, déjà nous sommes à la 5e région et nous comptons boucler la 13e région à Ouagadougou le 30 mars 2019. Et ce sont 6 membres qui seront chargés désormais de promouvoir la paix et la cohésion sociale dans la région. Aussitôt installée, cette coordination régionale mesure déjà l'ampleur de la tâche. Cette tâche nécessite également le sacrifice de tout un chacun. Il faut que chacun prenne la chose à bras le corps, en fasse son outil de bataille pour que nous puissions réussir cette mission. Quand les gens commencent à réfléchir à la paix et à échanger sur la paix, ça veut dire qu'il y a une des conditions essentielles du développement qu'ils sont en train de fonder. En réalité, comme le disait le doyen Houphouët-Boigny, il a dit la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Créé en 2017, le MEPAP est une structure apolitique sans distinction de race ni de religion. Son maître mot est la promotion de la paix et la cohésion sociale. Parlons à présent de protection sociale avec ces 500 bourses de 100 000 francs chacune offertes à des orphelins burkinabés. Ces orphelins sont les enfants des pensionnés de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires. La CARFO organise cette opération de don de bourse pour la 11e fois consécutive et c'était ce matin à Ouagadougou. Paul David Bambara, Iniwalko Janine Kambiri. Ce sont 500 boursiers, dont 427 filles et 73 garçons issus de 32 localités du Burkina qui bénéficient d'une bourse annuelle de 100 000 francs CFA de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires CARFO. Des bourses dont la valeur totale s'élève à 50 millions de francs CFA. Depuis l'année passée, nous avons introduit un quota de garçons pour les bourses. Donc c'est l'occasion pour moi vraiment de remercier tout le monde et aussi encourager toutes les boursières et les boursiers qui ont eu de bons résultats. On les félicite
on encourage ceux qui n'ont pas eu de bons résultats à redoubler d'efforts. De 100 en 2008, le nombre de bourses est passé à 500 depuis 2014. De la première édition à la présente, qui est la 11e, ce sont 3377 orphelins qui ont bénéficié de l'aide de la Carrefour et de ses partenaires à hauteur de 333 550 000 francs CFA. Un soulagement pour les bénéficiaires. J'utiliserai cette bourse dans un bon escient pour pouvoir gagner un gain encore, puis c'est le bac, il y a d'autres choses à ajouter. Ce n'est rien d'abord, les études continuent. Grâce à cette aide, nous arrivons quand même à continuer nos études et surtout que maintenant nous entamons un pas décisif sur notre carrière, un pas décisif au cours de notre vie. Vraiment, cette bourse est la bienvenue. La cérémonie a pris fin par la remise d'une demi-tonne de vivres aux orphelins par l'Association des producteurs de riz local du Burkina. La radiodiffusion télévision du Burkina dispose désormais d'un conseil de discipline et d'un comité technique paritaire. Pour un fonctionnement optimal de ces organes, les membres qui les composent ont reçu une formation à Bobo Dioulasso. Les bénéficiaires de la dite formation disent être désormais aptes à cerner leur rôle et les procédures de ces organes consultatifs. Drissa Traoré, Mireille Carole Tougouma. La radiodiffusion télévision du Burkina RTB veut rendre opérationnel son conseil de discipline et son comité technique paritaire, des organes consultatifs qui sont chargés de régir le fonctionnement de l'institution. C'est des outils qui permettent d'améliorer même la gouvernance de la structure et ça nous permet d'avoir une lecture approfondie de nos projets. Lorsque vous avez un plan de formation et que vous soumettez à un comité technique paritaire, vous avez la chance que ce texte soit bien apprécié avant d'être validé. Ça, c'est déjà important. Pour le conseil de discipline, contrairement à ce que les gens pensent, le conseil de discipline n'est pas un organe répressif. C'est un organe qui est là même pour permettre d'éviter qu'il y ait des abus contre des agents. Durant 3 jours d'échange, les participants ont acquis des connaissances en matière de mission et de procédure des organes dont ils sont membres. Le module, c'est essentiellement la loi, parce que ce sont des dispositions légales. C'est ensuite des décrets d'application. Alors, ce sont comment mettre en œuvre justement une session du conseil de discipline ou bien une session du conseil du comité technique paritaire. C'est ça qui intéresse les participants. Au total, 20 agents, membres titulaires et suppléants du conseil de discipline et du comité technique paritaire de la RTB ont pris part à cette session de renforcement de capacité. Une session sanctionnée par des attestations de participation. Actualité à l'étranger, au Mali voisin, l'heure est au dépouillement et à la compilation des résultats après le vote du premier tour de l'élection présidentielle. Ils sont environ 8 millions de Maliens à être allés aux urnes hier dimanche pour choisir leur président. 24 candidats, dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et le leader de l'opposition Soumaïla Cissé, sont en compétition pour cette élection. Voilà, élection présidentielle également au Zimbabwe. Ce 30 juillet, les Zimbabwéens sont allés aux urnes pour les premières élections générales la poste Mugabe. Les électeurs font leur choix parmi 23 candidats à la magistrature suprême au Zimbabwe. Forte participation pour les premiers scrutins post-Mugabe au Zimbabwe. Des élections à la fois présidentielles, législatives et municipales qui se sont déroulées globalement dans le calme, même si l'observateur de l'Union européenne déplore un défaut criant d'organisation par endroits. L'actuel chef de l'État, Emerson Mnangagwa, ancien bras droit de Robert Mugabe, qui lui a succédé après sa chute en novembre dernier, a voté dans sa ville natale de Kwekwe dans le centre du pays. À 75 ans, il promet à présent de rétablir la démocratie. Son principal opposant, Nelson Chamisa, candidat du mouvement pour le changement démocratique, 40 ans, compte sur sa jeunesse pour ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire du pays. Il talonne le président Mnangagwa dans les sondages. Quant à Robert Mugabe, 94 ans, il a voté à Harare, la capitale. Dimanche, il a dit souhaiter la fin du pouvoir actuel, sous-entendant qu'il donnerait sa voix à Nelson Chamisa, ultime pied de nez du vieux crocodile à son ancien lieutenant Mnangagwa. L'une des urgences du futur président sera de remettre sur les rails une économie aux abois. Le manque de liquidité notamment se fait de plus en plus criant.
Retour au Burkina Faso pour évoquer une fois de plus le nouveau code électoral voté ce 30 juillet par l'Assemblée nationale. Avant la plénière de ce jour, les partis politiques s'étaient déjà prononcés sur le sujet dans la presse écrite. Les quotidiens de ce lundi commentent également l'élection présidentielle au Mali. Voici la revue de presse de Vincent Tchendrebego. Bataille médiatique sur le projet de loi modificatif du code électoral, le CDP crie à une nouvelle exclusion, peut-on lire dans Aujourd'hui au Faso. Il y a une volonté manifeste de priver des compatriotes vivant à l'étranger du droit de vote en 2020, durement acquis. L'article conflictogène étant le 52 qui exige seulement une CNIB ou un passeport comme document d'identité pour pouvoir voter à l'étranger. Le refus des autorités de reconnaître la carte consulaire biométrique est injuste, d'autant qu'il est mentionné sur cette carte qu'elle tient lieu de carte nationale d'identité, se plaint la NAFA dans l'Observateur Palga. Dans le pays, des commissaires de l'opposition à la CENI s'en mêlent et dénoncent une volonté de tripatouiller le code électoral et condamnent tout passage en force. Dans Sidoya, le CFOP dans un communiqué dénonce un recul démocratique, tandis que l'UNUPS approuve et appelle ses députés à voter en bloc pour le projet de loi qui consacre des avancées. Présidentielle malienne, le défi pour le futur président reste le même, la sécurité selon le pays. Il faut bien espérer que la transparence annoncée éloigne le Mali d'une crise post-électorale. L'élu et les recalés devraient tout faire pour ne pas prêter le flanc aux ennemis de la démocratie qui ne désespèrent pas de transformer le Mali en état de non-droit. Pour l'Observateur Palga, le Premier ministre Maïga a joué aux pompiers pour restaurer la confiance de l'opposition quant à la transparence du scrutin. Pas sûr qu'il ait réussi et il faut craindre des lendemains houleux au Mali. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'édition de 22h30 vous sera présentée par Ruth Bini Ouattara. Mais avant, vous aurez le magazine des sports à 21h dans une présentation de Jean-Modeste Ouedraogo. Merci de votre fidélité à la RTB.